Boker Tov, nous sommes le 2 novembre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens, en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. La revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk. Et dans la revue de la presse ce matin, Daniel, les principaux quotidiens consacrent leur manchette à l'ouverture de la COP26, la conférence internationale sur le réchauffement climatique à Glasgow. Oui, Lana, et en dépit d'une autre ouverture plus interne dont nous allons parler dans quelques instants, celle des débats sur le budget de l'État, ce matin à la Knesset, eh bien, les journaux israéliens se mettent au diapason de la communauté internationale et titrent sur le grand rendez-vous de sauvetage de la planète à Glasgow. Et force est de constater que le Israël Hayom n'est guère tendre avec les participants à cette convention sur le climat, puisqu'il la qualifie de convention de l'hypocrisie. Les chefs d'État ont fait d'importants discours pour insister sur le fait que c'est la convention de la dernière chance pour protéger la planète, mais pour la plupart, leur pays ne respecte pas les engagements qu'ils ont pris en matière de protection de l'environnement, écrit le Israël Hayom, qui souligne que Naftali Bennett a mis à profit sa présence à Glasgow pour rencontrer une série de chefs d'État et de premiers ministres. En page 2, le Israël Hayom persiste et signe et il parle de SERE, S-E-R-R-E, d'hypocrisie. Donc en parlant de cette convention, il explique que même Naftali Bennett a pris l'engagement de réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, mais qu'il n'y a pas de raison pour que le Premier ministre respecte précisément une telle promesse. Le Haaretz lui va dans ce sens et il écrit ce matin que cette promesse va à l'encontre de la réalité sur le terrain. Le Yediot, de son côté, est légèrement plus optimiste quant aux engagements du Premier ministre israélien. Oui, le Yediot Aharonot mentionne l'une des déclarations fortes de Naftali Bennett hier, selon laquelle Israël a entamé une véritable révolution dans le dossier du climat. Mais Nadav Eyal, qui couvre la convention pour son journal, reconnaît qu'après cette déclaration, il va falloir passer aux actes et de souligner que les Chinois et les Indiens, qui sont responsables d'une partie très importante des effets des gaz à effet de serre, eh bien, ont déjà annoncé qu'ils ne pourraient pas honorer leurs engagements. Ben Dror Yemini reconnaît dans son éditorial ce matin dans le Yediot Aharonot que sans la mobilisation réelle de la Russie, de la Chine et de l'Inde, eh bien, il sera impossible de respecter ces engagements. Dans les deux quotidiens, on voit des photos du Premier ministre Naftali Bennett en compagnie de chefs d'État qui font connaissance avec lui. Et toujours dans le Yediot Aharonot, le Rav Yuval Charlo parle de crise climatique comme d'un danger de mort qui exige de l'État d'Israël une mobilisation. En faire abstraction serait violer l'un des principes moraux et religieux du judaïsme. Et les quotidiens mentionnent en marge de cette COP26 un incident gênant dans lequel une ministre israélienne est impliquée contre son gré. Un incident mentionné par les grands quotidiens qui souligne que la ministre israélienne de l'énergie Karen El-Harar, qui est d'ailleurs d'origine française et qui se déplace en chaise roulante, n'a pas pu assister hier au discours du Premier ministre en raison de l'absence de moyens d'accéder à la salle centrale où les leaders étaient réunis pour les personnes handicapées. Une lacune grossière de la part des organisateurs de cet événement. Le Maariv annonce en titre ce matin que Naftali Bennett a exigé hier soir des organisateurs qu'ils réparent cette carence. Sinon, a-t-il dit, je ne viendrai pas demain. Le Haaretz affirme que pour dédommager la ministre Karen El-Harar pour cette erreur, eh bien celle-ci participera aujourd'hui à la rencontre prévue entre Naftali Bennett et le Premier ministre britannique Boris Johnson. Après cette page internationale et diplomatique, revenons au cœur même d'Israël, Daniel, au début de ce matin, donc les débats cruciaux sur le vote du budget de l'État. Oui, avant de nous pencher sur cette séance marathon du Parlement israélien, un nouveau sondage publié hier soir par la chaîne 13 de la télévision israélienne. Un sondage qui confirme le renforcement du Likoud qui se retrouve à 36 mandats, loin devant le parti Yesh Atid qui culmine à 20 mandats. Surprise, en troisième position, eh bien, on trouve le parti travailliste de Merav Michaeli qui obtient 10 mandats, 8 pour la liste arabe, 7 pour le parti bleu-blanc, le judaïsme de la Torah et le parti chasse, 6 mandats seulement pour le parti Yamina du Premier ministre, mais aussi pour le sionisme religieux, 5 députés pour Meretz, 4 seulement pour Israël Beiteinu de Lieberman et pour le parti islamiste Ra'am, tandis que le parti de Gideon Sa'ar, le Nouvel Espoir, eh bien, ne passe pas le seuil d'éligibilité. Alors la question se pose, est-ce qu'un tel sondage peut remettre en cause le vote sur le budget de l'État qui devrait intervenir soit jeudi, soit dimanche prochain ? Écoutez, il faut être toujours prudent, bien entendu, en termes de prévision politique en Israël, mais on ne le pense pas vraiment. De l'avis général, le budget de l'État devrait être voté, certes de justesse, par une petite voix de majorité, mais il devrait être voté probablement en fin de semaine. On évoque dans les quotidiens l'éventualité d'un transfuge de dernière minute, mais il semble que même l'opposition n'y croit pas vraiment, à moins qu'elle ne fasse semblant de ne
ne pas y croire. Le ministre des Finances, Avigdor Lieberman, lui, est persuadé que le budget sera voté. Il a répété hier qu'il s'agissait, selon lui, du budget de l'État le plus social de l'histoire du pays. Un budget qui renferme, selon lui, des moteurs de croissance économique. Ce n'est pas l'avis de l'opposition qui a qualifié ce budget de cruel et d'antisocial. Oui, Miri Regev, la députée du Likoud, a déclaré hier en présentant ce budget citoyen israélien: ouvrez votre porte-monnaie, le gouvernement vient vous ponctionner tous les shekalim qu'il pourra. Et Yaakov Litzman, d'un des leaders du judaïsme de la Torah orthodoxe, a été plus direct encore. Ce budget prouve que pour la première fois, des chiens peuvent donner aux chats, une allusion à un budget de l'État de 12 millions de shekels qui devrait être attribué dans cette année au traitement des chats de gouttière en Israël. Et oui, cela peut paraître un peu surprenant, mais c'est la réalité. Limor Livnat, dans le Yediot Aharonot, se félicite que l'État d'Israël ait enfin un budget pour la première fois depuis 3 ans. Nous allons sortir de la paralysie, affirme-t-elle dans son éditorial, avant d'expliquer: j'ai certes des critiques à formuler envers le gouvernement, mais lorsque je vois d'où nous venons, c'est-à-dire 2 années et demie de crise, eh bien j'avoue préférer la banalité à une situation de paralysie. Et puis, il nous reste moins d'une minute, Daniel, toujours dans le Yediot Aharonot. Le journal avance ce matin les 4 obstacles principaux qui se dressent sur la voie de la validation du budget de l'État. Oui, il s'agit d'obstacles techniques dus en partie au fait que la coalition ne repose que sur une très étroite majorité. Le premier obstacle est que le ministre des Finances veut faire voter avant la loi sur le budget celle sur les réformes et régulations qui se rapportent au budget à long terme. Tous les partenaires de la coalition ne sont pas d'accord et exigent que ce soit d'abord le budget de l'État qui soit validé. Second obstacle, l'option d'une rébellion inattendue, donc par exemple de la part d'un des députés du parti Ra'am qui pourrait s'opposer à ce budget. Troisième obstacle, une erreur de vote accidentelle d'un des députés qui pourrait ainsi empêcher le pays, la Knesset de valider ce budget. Et enfin, un problème de santé d'un des députés de la coalition.